Nous allons voir comment définir et déterminer la matrice d'une famille de vecteurs. Pour cela, nous nous plaçons dans E, un espace vectoriel que l'on va supposer de dimension finie. Nous écrirons n, petit n, sa dimension. Et nous allons avoir besoin de B, une base de E. Pour simplifier, nous allons donner des noms aux vecteurs de cette base. Nous allons les appeler E1, En. Et maintenant, si nous prenons P vecteur de cet espace vectoriel E, donc nous allons prendre une famille V1, Vp, une famille de vecteurs de E. Comment construire la matrice de cette famille dans cette base? Alors c'est ça qui va être important, c'est que la matrice de cette famille va toujours dépendre du choix de la base que nous avons fait, et nous allons tout de suite comprendre pourquoi. Donc, nous fixons un indice J entre 1 et P, de manière à pouvoir choisir un vecteur de cette famille, donc le vecteur Vj. Vj, évidemment, il a des coordonnées dans la base B. Et nous allons donc donner des noms à ces coordonnées. Ces coordonnées, nous allons devoir les numéroter avec deux indices. Un premier numéro qui va dire sur quel vecteur de la base B porte la coordonnée, et un deuxième numéro qui se rapportera à J, puisqu'on est en train de décomposer le vecteur Vj. Donc Vj a pour coordonnées dans la base B les coordonnées A1J, A2J, etc. jusqu'à ANJ. Ça signifie que le vecteur Vj est égal à la somme pour i allant de 1 à n des aij ei. On voit déjà se profiler une matrice puisqu'ici nous voyons que nous avons des coefficients aij avec donc deux indices i et j. Et c'est exactement cette matrice que nous allons utiliser. Justement, la matrice de tous ces aij, quand i va aller de 1 à n et j va aller de 1 à p, est appelée la matrice de notre famille V1, Vp dans la base que nous avons choisie. Il y a plusieurs notations possibles. Deux notations standards. La première qui sera celle que j'utiliserai le plus, mat indice, la base choisie B, et entre parenthèses la famille. Une notation que vous pourrez rencontrer souvent aussi, un M au lieu de mat, mais toujours un indice, la base choisie, et ensuite entre parenthèses la famille dont on a calculé la matrice. Donc évidemment, on voit qu'ici les coordonnées du vecteur Vj dépendent clairement de la base qui est choisie. Donc si vous changez la base B, et que vous conservez malgré tout les mêmes vecteurs V1, Vp, bien que ce soit les mêmes vecteurs, comme la base a changé, les coordonnées vont changer, et donc la matrice va changer. Il faut faire attention dans les indices. L'habitude est toujours d'écrire I de garder I pour l'indice des lignes et J pour l'indice des colonnes. Et si l'on regarde ici à quoi ressemble notre matrice, on voit que nous avons P colonnes. La première colonne contient les coordonnées du vecteur V1. La deuxième colonne contient les coordonnées du vecteur V2, jusqu'à la Pème colonne qui contient les coordonnées du vecteur Vp. Et ces coordonnées sont données suivant E1, E2, etc. jusqu'à En. Donc ici, dans la première colonne, vous allez avoir A11, qui est donc la coordonnée de V1 sur le vecteur E1, puis A21 qui est la coordonnée de V1 sur le vecteur E2, etc. jusqu'à AN1. Dans la deuxième colonne, A12, puis A22 jusqu'à AN2, et dans la Pème colonne, nous avons A1P qui est donc la coordonnée de Vp sur E1, puis A2P jusqu'à ANP, coordonnée de Vp sur En. C'est pour ça que alors c'est toujours comme ça, chaque colonne correspond à un vecteur de la famille choisie.
Et en ligne, au contraire, nous avons les coordonnées de tous les vecteurs de la famille, mais toujours sur le même vecteur de la base. Donc pour que les vecteurs V1, V2, etc. apparaissent en colonne, si J, c'est l'indice de colonne, c'est pour ça qu'ici j'ai pris I entre 1 et P, et que c'est VJ que j'ai considéré. Et donc le deuxième indice J de la famille AIJ vous dit de quel vecteur V vous parlez, et le premier indice I vous dit de quel vecteur de la base vous parlez. Il n'y a pas vraiment autre chose dans la définition. Maintenant, il va falloir donner des exemples pour que les choses deviennent plus claires. Donc, on peut donner un exemple très simple. Plaçons-nous tout simplement dans E égale R2. Et nous allons donner deux bases différentes et voir que pour une famille fixée, quand on change la base, la matrice change. Donc nous n'allons pas nous casser la tête. Comme première base, nous allons prendre la base canonique. Et ces vecteurs, nous allons classiquement les appeler E1, E2. Et puis pour notre deuxième exemple, nous allons prendre une base B. Je vais prendre cette base-là. Voilà, je ne change qu'un vecteur par rapport à la base de départ, et je vais appeler F1 et F2 ces vecteurs, même si F2 est égal à E2, ça pourrait être plus pratique de garder tous les vecteurs en F pour la base B. Et je vais prendre une famille de 3 vecteurs dans R2. Alors j'en prends un premier, un 2, alors quand je le donne comme ça, sans préciser de base, ça, par défaut je l'ai donné dans la base canonique, c'est-à-dire qu'ici c'est E1 plus 2E2. V2, allez, prenons moins 1, 3, c'est-à-dire moins E1 plus 3E2, et puis je vais prendre V3 égale à 4, 1, donc 4E1 plus E2. Donc ce qui est direct, puisque nous avons donné V1, V2 par leurs coordonnées dans la base C, il est direct de donner la matrice de notre famille V1, V2, V3 dans la base C. Donc c'est toujours une matrice qui a autant de colonnes que le nombre de vecteurs de notre famille, donc ici il y aura 3 colonnes, et autant de lignes que le nombre de vecteurs de la base de E, c'est-à-dire le nombre de la dimension de E. Donc ici nous aurons 2 lignes et 3 colonnes. V1, c'est 1 fois E1 plus 2 fois E2, donc la première colonne contient 1 et 2. V2, c'est moins E1 plus 3E2, donc moins 1, 3 dans la deuxième colonne, et V3, c'est 4 fois E1, 1 fois E2, donc 4, 1. Bon, ici, ce qu'on remarque, c'est que tant qu'on est dans la base canonique et qu'on a donné V1, V2, V3 dans la base canonique, donner la matrice de ces 3 vecteurs dans la base canonique, c'est rien d'autre que réécrire directement les vecteurs tels qu'on les a donnés, les uns après les autres en colonne. V1, c'est 1, 2, c'est exactement ma première colonne. V2, c'est moins 1, 3, c'est exactement la deuxième colonne, etc., etc. Par contre, pour calculer la matrice de V1, V2, V3 dans la base B, on va avoir besoin de déterminer les coordonnées de ces 3 vecteurs dans la base B. D'accord? Donc, je n'ai pas préparé l'exercice avant, mais les coordonnées devraient être relativement simples à calculer, puisque nos bases B, les vecteurs de la base B sont simples. Alors, V1, sa première coordonnée, c'est 1, donc ce sera nécessairement 1 fois F1, puisque la première coordonnée de F2 est nulle. Avec 1 fois F1, on récupère moins 1 en deuxième coordonnée, on veut 2, donc il va falloir rajouter 3 fois F2. D'accord? Ensuite, V2, c'est moins 1, 3, donc ce sera, alors je vais l'écrire comme ça, moins 1 fois F1, plus 2 fois F2, et V3, c'est donc 4 fois F1, plus 5 fois F2. Donc, si je n'ai pas fait de bêtises. Alors, on va mettre un peu de couleur. Nous voulons donc la matrice dans la base B de V1, V2, V3. Il n'y a plus qu'à l'écrire, nous avons fait le plus dur en décomposant ces 3 vecteurs dans la base B. Quelles sont les coordonnées de V1 dans la base B? C'est 1 fois F1 plus 3 fois F2. Donc 1 et 3 ici dans notre première colonne. Quelles sont les coordonnées de V2 dans la base B? Moins 1 et 2. Donc moins 1 et 2 pour la deuxième colonne. Et les coordonnées de V3, ce sont 4 et 5. Et donc nous retrouvons 4
et 5 dans la troisième colonne. Donc à nouveau, je vais l'écrire, mais j'aime pas quand ça apparaît sur les copies. C'est uniquement, c'est bien pédagogiquement pour comprendre un peu de quoi on parle, mais ça n'a pas à apparaître sur une copie. J'aime bien souvent indiquer au tableau d'où viennent les différentes colonnes, enfin les coefficients ici. Donc on peut se souvenir que la première colonne est reliée à V1, la deuxième à V2, la troisième à V3, et que en ligne nous avons les coordonnées sur E1 pour la première ligne et les coordonnées sur E2 sur la deuxième ligne. Mais ces petites flèches avec les noms des vecteurs, au brouillon vous faites ce que vous voulez, mais ça n'a pas à apparaître sur une copie. Donc on voit que les deux matrices que l'on obtient n'ont pas grand chose à voir quand on ne détermine pas les coordonnées dans les mêmes bases. Ici, bon, les premières lignes sont les mêmes parce que j'ai gardé un 0 en première coordonnée dans F2, mais c'est un hasard. De manière générale, les coordonnées n'ont rien à voir. Alors rien à voir, pas complètement, on verra qu'on peut passer d'une matrice à l'autre par ce qu'on appelle un changement de base, mais ce sera l'objet un peu plus tard. Je vais finir avec le seul théorème de cette partie-là, qui exprime tout simplement que lorsque vous allez fixer E et B, eh bien à chaque matrice correspond une unique famille de vecteurs, et inversement, à chaque famille de vecteurs correspond une unique matrice. Alors on peut formuler la chose comme ça. Il est bien important de voir qu'on a fixé E de dimension n et B une base de E. C'est fixé, ça ne bougera plus. Alors, l'application phi qui va de E dans l'ensemble des matrices à n lignes et une seule colonne, un coefficient dans le cas, et qui a un vecteur x associe sa matrice dans la base B, est un isomorphisme. Autrement dit, deux vecteurs différents n'ont pas la même matrice dans la base B. Et à chaque matrice colonne à n lignes de la base, à chaque matrice colonne à n lignes, correspond un unique vecteur x de E, qui a pour matrice dans la base B la matrice en question. Donc déjà, il va falloir démontrer la linéarité de phi, ce qui n'est pas très compliqué. Donc soit lambda dans K, et nous allons prendre deux vecteurs x que nous allons écrire comme la somme pour y allant de 1 à n des xi ei, et y décomposé, lui, avec des yi. Ici, je ne l'ai pas rappelé dans l'énoncé, mais b, nous continuons d'appeler E1, En ces vecteurs. Phi de x plus lambda y, c'est donc la matrice dans la base B du vecteur qui a pour coordonnées xi plus lambda yi dans la base B, donc c'est la somme des xi plus lambda yi ei, et donc cette matrice, c'est la matrice qui a en première coordonnée x1 plus lambda y1, en deuxième coordonnée x2 plus lambda y2, etc., jusqu'à la dernière coordonnée xn plus lambda yn. Et d'après les règles de calcul sur les matrices, nous savons que c'est la matrice dx1 xn plus lambda fois la matrice des y1 yn. Alors ici, j'ai fait la démonstration de manière un peu visuelle avec des petits points, mais dans le cours, vous la retrouverez écrite proprement avec des matrices, en donnant des noms aux coefficients et en écrivant vraiment les matrices comme des familles de coefficients et non pas ici avec des petits points. Évidemment ici, le vecteur x1, xn, c'est la matrice dans la base B du vecteur x, et la deuxième matrice, c'est lambda fois la matrice dans la base B du vecteur y. Ici, j'oublie les EI. C'est donc bien phi de x plus lambda phi de y, et nous avons montré la linéarité de phi. Il reste à montrer que c'est une bijection. On peut montrer directement qu'elle est à la fois injective et surjective, mais ici on peut simplifier un peu les choses avec les dimensions. La dimension de E, c'est n, donc c'est n fois 1, et c'est donc aussi
la dimension de l'ensemble des matrices de taille n1 à coefficient dans K. Donc il suffit de montrer par exemple que phi est injective ou que phi est surjective. Allez, montrons la surjectivité. Prenons grand M, une matrice de taille n1 à coefficient d'un K. Et donc on va donner des noms à ces coefficients. Grand M, c'est tout simplement la famille des MI quand I va de 1 à N. Et il n'y a pas besoin d'indice de colonne puisqu'il n'y a qu'une colonne. Alors, grand M, c'est la matrice dans la base B du vecteur somme des I allant de 1 à N des MIEI par définition. Et donc, c'est phi de ce vecteur. Phi est bien surjective. Et c'est donc bien un isomorphisme. Voilà.